Eh bien, la cause palestinienne est-elle enterrée par les accords d'Abraham organisés par Donald Trump? Je pense que le peuple palestinien n'est pas à vendre. Trump a essayé, avec sa méthode à lui, les gros sabots, des promesses de paquets de dollars et des pressions, des chantages. Mais Trump échouera comme tous les présidents des États-Unis ont essayé avant lui, ont échoué avant lui, pardon, essayé et échoué. En fait, vous savez, nous avons publié un livre qui s'appelle Israël, parlons-en, qui est traduit en arabe, malheureusement pas diffusé, dans lequel un professeur palestinien, Harouri, Nasser Harouri, dresse un bilan de toutes ces soi-disant négociations, rencontres, Oslo, Camp David, etc., où à chaque fois, un président des États-Unis se présente comme l'intermédiaire, le bienveillant intermédiaire, négociateur qui essaye de réconcilier les Israéliens et les Palestiniens. Il a montré que c'était chaque fois du cinéma, du show, juste une photo en fait pour les médias, et que derrière ça, chaque président des États-Unis s'était aligné sur les dirigeants israéliens pour essayer de faire reculer encore plus les dirigeants palestiniens. Parfois ça a marché avec Oslo ou d'autres, et en général, de toute façon, le peuple palestinien n'est pas à vendre, et donc je crois que sa résistance se maintient là depuis plus de 70 ans là. Euh, la solidarité dans le monde ne faiblit pas, les mouvements de boycott se renforcent, Israël en a peur, et on voit une chose, c'est que même dans une grande partie de la population juive jeune des États-Unis, il y a un dégoût par rapport à Israël et un refus de les soutenir, et je crois que ça énerve et inquiète beaucoup Netanyahou et les dirigeants israéliens qui essayent du coup de diaboliser les gens qui partout dans le monde appellent à la solidarité avec les Palestiniens, mais je ne pense pas que Donald Trump obtiendra aucun résultat. Et Biden non plus, on peut en parler. Alors vous me dites, les États arabes défaillants sont dominés par trois puissances régionales non arabes, Israël, Iran et la Turquie. C'est un fait que les rapports de force évoluent et se transforment au Moyen-Orient. C'est, je pense, lié justement à cet affaiblissement de la puissance des États-Unis, qui ont pu se permettre de mener la guerre contre l'Irak, contre l'Afghanistan, et puis avec Obama quand même, il faut le rappeler, Obama, le gentil prix Nobel de la paix, déclencher de nouvelles guerres en Libye et en Syrie. Eh bien, ce chapitre de l'histoire est terminé, le rapport de force a beaucoup changé, principalement parce que les peuples ont résisté et les yeux se sont ouverts à propos de la récupération, de la manipulation de ce qu'on a appelé le printemps arabe pour justement par les États-Unis, par la CIA, justement pour empêcher qu'il y ait une véritable libération des dirigeants en Tunisie et en Égypte par rapport à des dirigeants corrompus qui bloquaient le progrès économique et social et la protection de leur population. Et bien entendu, la récupération, la manipulation pour bombarder la Libye, essayer d'agresser de la même façon la Syrie. Et tout le monde voit les résultats de ce que les États-Unis et leurs complices en Europe ont fait en Libye. Et donc je crois que beaucoup de peuples arabes au Maghreb et ailleurs ne sont plus preneurs de ces illusions que les États-Unis et l'Europe pourraient nous aider. Le rapport de force a beaucoup changé. La Chine et la Russie ont mis leur veto aux nouvelles menaces d'agression des États-Unis en Syrie et ailleurs. Et je crois qu'il faut voir ça dans le changement complet du rapport de force mondial. Les États-Unis sont déjà dépassés, en fait, quand on calcule bien, par la Chine comme puissance économique mondiale, aussi comme puissance politique, c'est-à-dire que
l'alliance entre la Chine, la Russie et l'ensemble des pays d'Asie, maintenant rejoints par l'Iran, par d'autres puissances aussi, ils ont créé une zone de non-ingérence pour les États-Unis, une zone de coopération contre le terrorisme qui fait rage en Asie, ou qu'on a essayé d'implanter en Asie aussi, et une coopération économique et financière. Et donc le poids économique et financier du monde s'est déjà déplacé là. Et voilà, ce rapport de force change complètement la balance, y compris au Moyen-Orient. Parler d'une pardon, d'une alliance Arabie Saoudite, Israël, Émirats, États-Unis et Israël contre une menace iranienne active sur le croissant chiite, la Caspienne, la Méditerranée, la rébellion Houthi au Yémen, etc. En fait, bon, la question est, je suppose, ironique parce que la véritable menace, la véritable ingérence permanente au Moyen-Orient et dans le Caucase aussi, c'est évidemment celle des États-Unis qui prétendent que toute cette région leur appartient, que c'est à eux de décider qui doit diriger et de placer leurs pions pour exploiter les richesses, pétrole, gaz et autres. Donc là aussi, le rapport de force a changé. Et un seul exemple, Israël se croyait autorisé à intervenir et à faire la police contre tous ses voisins depuis le début, mais il a ramassé une grande défaite au Liban en 2006 et a encore essayé ensuite. Et donc là, le rapport de force a changé. Et effectivement, la résistance, dont le Hezbollah est, à mes yeux, la, la force majeure sur le terrain dans cette région, la résistance à cet impérialisme, il faut bien l'appeler par son nom, ne cesse d'augmenter, de se maintenir. Et au Yémen aussi, l'agression saoudienne, hypocritement soutenue par les États-Unis et la France, ne parvient pas à l'emporter. Et c'est effectivement une très très grande souffrance pour ce peuple. Et je crois qu'on aurait besoin d'un beaucoup plus grand mouvement de solidarité avec le peuple du Yémen. Alors, à propos de la normalisation entre le Maroc et Israël, c'est une trahison scandaleuse. C'est pas nouveau cette collaboration. Le Maroc et Israël ont déjà collaboré pour exécuter Ben Barka, dirigeant de l'opposition, le résistant. Le Maroc, le souverain du Maroc, a déjà fourni des informations stratégiques à Israël sur la faiblesse des armées arabes en face d'Israël et a ainsi permis à Israël de attaquer et de vaincre en 1967. Donc c'était une véritable trahison de la solidarité arabe par le souverain du Maroc. Et maintenant c'est la même chose. Maintenant on a un régime qui s'occupe de l'argent, qui cherche sa protection pour son argent, pour ses privilèges, pour sa prédation aux États-Unis et en France, et donc qui est prêt à avaler absolument toutes les hontes, toutes les infamies. Et voilà, c'est une trahison absolument scandaleuse. Et je pense que on a besoin de beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe réellement au Maroc. Et je pense notamment, il faut bien décrire que c'est une économie de prédation, une économie où quelques personnes autour du roi accumulent des fortunes colossales pendant que les gens ont faim, les gens n'ont pas de quoi se soigner, les jeunes n'ont pas des perspectives d'emploi sérieuses, et il y a toute une répression pour protéger ces injustices. Donc on devrait beaucoup plus informer, c'est un appel que je lance à tous nos amis au Maghreb, on devrait beaucoup plus informer l'opinion pour que ici on soit bien conscient du pillage, du vol des richesses qui se fait par une élite marocaine
en connexion avec une élite internationale et que le Maroc puisse enfin... en fait, il a besoin d'un autre type de développement économique et social. Et l'affaire du Covid le montre bien, l'économie paralysée, donc encore beaucoup plus de pertes et de souffrances pour la population. On a besoin d'un autre type d'économie qui ne dépend pas de l'étranger, qui ne dépend pas de la prédation, et qui s'inspire de ce que certains pays en Amérique latine ont essayé de faire pour assurer le bien-être de leur population, en commençant par la santé, l'éducation, mais vraiment pour tous, vraiment d'une façon démocratique. Alors, vous me demandez quelles conséquences pour le Sahara occidental. Ben, je crois que le peuple saharien non plus n'est pas à vendre et il a une résistance, le peuple sahraoui, pardon, a une résistance extrêmement longue, extrêmement courageuse. L'affaire du Sahara a été utilisée, et je sais que je vais susciter des réactions au Maroc là-dessus, mais la vérité a ses droits. L'affaire du Sahara a été utilisée par Mohamed VI comme par Hassan II pour détourner l'attention justement de la répression, de la prédation, des problèmes de pauvreté et d'un manque d'un bon modèle économique et social de développement. Et donc, en détournant l'attention sur une question nationale et en essayant d'exciter le chauvinisme, on veut détourner l'attention, comme je le disais, du véritable vol, qui est le vol des richesses de la population marocaine par son élite. Et donc, vous me demandez aussi, des sénateurs et des députés algériens ont appelé Joe Biden à annuler la décision de son prédécesseur, je suppose à propos de ce marchandage financier, aussi à propos de la scandaleuse décision sur Jérusalem. Et vous dites donc que ces parlementaires algériens appellent Joe Biden à réinscrire son action diplomatique dans le cadre du droit international. Et donc, est-ce que Joe Biden va contredire Donald Trump? Eh bien non. Ce qui change, c'est l'emballage, mais pas les objectifs et pas la politique. Il n'y a pas de différence entre les présidents des États-Unis. L'histoire montre que aussi bien les très agressifs comme le fils Bush ou Reagan, et ceux qui ont une apparence plus souriante, plus diplomatique, comme Clinton ou Obama, poursuivent exactement les mêmes objectifs, c'est-à-dire garder pour les États-Unis le contrôle du pétrole et du gaz et donc de tout le Moyen-Orient, comme moyen de pression sur la politique internationale et les grandes puissances, Europe, Inde, Japon et Chine. Et en fait, ce qui change, c'est l'emballage, c'est la tactique. Beaucoup plus de diplomatie, de chantage, de corruption, de menaces de déstabilisation dans ceux qui emploient le soft power, la manière douce et diplomatique. Mais en fait, Obama n'était pas différent. Obama a promis de mettre fin aux guerres en Irak et en Afghanistan, il ne l'a pas fait. Il a promis de fermer Guantanamo, il ne l'a pas fait. Il n'y a jamais eu autant de Noirs assassinés par la police que sous Obama. Et Obama, en fait, c'était quelqu'un, oui, j'avais une déclaration de Henry Kissinger qui disait, il y a déjà quelques années, Obama est l'homme parfait à vendre dans le monde entier. Il peut donner un nouvel élan à l'Amérique en politique internationale, en partie par son extraordinaire approbation. Sa tâche, à mon avis, est de développer une nouvelle stratégie mondiale pour les États-Unis. Le nouvel ordre mondial peut alors être créé. Obama est l'homme parfait à vendre dans le monde entier. Le mot vendre est absolument fondamental, c'est-à-dire qu'on est dans du marketing là.
On a, pour faire la même politique, choisi un black, souriant, parlant bien, distingué. C'est que du marketing. Et en réalité, comme je le dis, la politique d'Obama n'a pas du tout été meilleure, ni pour les Arabes, ni pour les Noirs, ni pour personne dans le monde. Et peut-être même plus dangereuse, parce que quand un Bush se comporte comme un cow-boy, ou Trump, on voit bien, il y a une réaction de rejet, tandis que des gens comme Obama, Clinton et probablement Biden arrivent à susciter plus d'approbation et de complicité, notamment de l'Europe où je vis. Biden ne va pas du tout être différent. Son équipe en politique internationale, ce sont les pires faucons. Vous avez Victoria Nuland, par exemple. Vous savez, c'est une femme qui a justifié le coup d'État fasciste avec des milices d'extrême droite antisémites en Ukraine, à Kiev en 2014, et qui a dit on s'en fout, avec un mot extrêmement grossier par rapport au fait que l'ambassadeur disait oui, vous êtes en train d'appuyer des fascistes, les Européens vont pas aimer ça. Et elle a dit on s'en fout complètement, avec des mots très grossiers. Tout le personnel international de Biden, ce sont ce qu'on appelle des faucons, des va-t-en-guerre, des gens qui ont déjà très activement défendu et mené, organisé des guerres des États-Unis. Et si on regarde le ministre des Affaires étrangères, Blinken, c'est vraiment lui aussi un bandit. J'ai pris un texte, il faut quand même rappeler que Blinken a approuvé l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani. Et alors j'ai pris, il faut aller voir, pas les déclarations à la télé, mais les déclarations euh, qu'ils font en petit comité lorsqu'ils sont interrogés par des parlementaires, qu'est-ce que vous allez mener comme politique? Et là, il y a des gens qui vérifient que la politique ne va pas changer, qu'elle va éventuellement essayer d'être plus intelligente, mais toujours les mêmes agressions et les mêmes vols par les multinationales des États-Unis. Et donc, dans cette audition de Blinken euh, dans, une audition menée aux États-Unis, il a dit trois choses importantes que je vais vous lire. Quant à mettre fin aux guerres interminables, c'était la question, hein, les États-Unis sont pris dans des guerres qu'ils n'arrivent pas à gagner et qu'ils ne veulent pas mettre fin. Et Blinken répond, quant au mettre fin aux guerres interminables, nous devons faire la distinction, par exemple, entre ces guerres sans fin impliquant un déploiement des forces à grande échelle et sans limite de durée. Donc ça l'embête parce que ça ne rapporte rien, ça coûte très cher et ça empêche d'intervenir ailleurs. Mais il dit, moi je suis plutôt pour, je cite, des opérations prolongées, discrètes et à petite échelle, peut-être dirigées par des forces spéciales pour soutenir les acteurs locaux. Nous devons faire attention à ne pas peindre avec un pinceau trop large. Donc vous voyez, c'est ce que je disais d'ailleurs sous Obama, pas de guerre brutale à grande échelle avec beaucoup de troupes des États-Unis sur le sol, parce que ça c'est dangereux pour eux, ils peuvent perdre la bataille de l'opinion, mais plutôt des guerres organisées par la CIA avec des forces locales. Et ça c'est ce qui menace le Maghreb aussi, et bien entendu le Moyen-Orient. Donc Blinken n'est pas du tout pour moins de guerres, mais pour les mener de manière plus discrète et plus intelligente. Une autre déclaration dans cette audition de Blinken concerne l'Iran. Allez-vous revenir dans l'accord qui a été signé avec l'Iran et mettre fin à vos menaces? Et Blinken répond oui, on va rechercher un accord, etc. Mais nous allons en profiter pour aborder les autres questions qui concernent les missiles. Donc, en gros, Israël a le droit d'avoir des armes nucléaires, mais les voisins n'ont pas le droit de se défendre ou de pratiquer la dissuasion, et les activités déstabilisatrices de l'Iran. Donc on accuse de terrorisme. Ce qui, de la part des États-Unis qui ont organisé, financé et utilisé Al-Qaïda et Daesh dans toute une série de régions contre leurs ennemis, c'est quand même culotté de dire ça. Et donc on est toujours en fait dans la politique de chantage, et à l'égard de l'Iran, je rappelle qu'il y a eu des sanctions qui est en fait un blocage de l'économie extrêmement grave avec des conséquences pour les gens en Iran, mais aussi en Syrie, Cuba, Venezuela. Les gens ne peuvent pas importer de la nourriture, ne peuvent pas importer des
des produits médicaux, des médicaments, etc. Donc ça a un impact direct dans les soins et dans la mortalité. Et d'ailleurs, à propos du Venezuela, une dernière citation de Blinken concerne le blocage, le sabotage de l'économie vénézuélienne. Et donc on interroge Blinken et il répond: je suis tout à fait d'accord avec la reconnaissance par Trump de M. Guaido. Donc Guaido, c'est un usurpateur, c'est quelqu'un qui n'a aucune légitimité, même l'opposition de droite au Venezuela n'y croit absolument plus. Guaido, par contre, c'est un agent qui a reçu énormément de dollars des États-Unis, qui est lié aux milices de la drogue et aux milices d'extrême droite colombiennes. C'est quelqu'un qui n'a aucune crédibilité, aucune légitimité, et Blinken continue à dire que c'est celui-là qui devrait être président du Venezuela. Donc la ligne d'ingérence et de diktat continue. Et Blinken dit: nous avons besoin d'une politique efficace pour restaurer la démocratie au Venezuela. La démocratie, ça veut dire un régime qui se mettra à genoux devant les États-Unis. Et comment faire? Peut-être, dit-il, devons-nous étudier comment cibler plus efficacement les sanctions. Ce qu'on appelle sanctions, c'est donc en réalité le sabotage, le blocage d'une économie. Ça veut dire que les gens n'ont pas de quoi se payer de la nourriture, ça veut dire que les gens n'ont pas de quoi se payer des médicaments et que littéralement on assassine des gens pour satisfaire les appétits des grandes multinationales des États-Unis. Donc voilà mon avis sur Blinken et sur Biden. Je pense qu'il ne faut se faire vraiment aucune illusion. Il n'y a pas de bon président des États-Unis. Il y a des multinationales qui décident, qui donnent leurs instructions au président. Ensuite, leur tactique varie, leur stratégie varie. Plus tard, on aura Kamala Harris, parce qu'une femme à la tête des États-Unis, ça va être bien pour l'image de marque, mais en réalité, c'est quelqu'un qui est complètement à droite, qui est complètement un faucon, qui n'a pas du tout aidé, par exemple, les Noirs à faire respecter leurs droits dans cette pseudo-démocratie qu'on a aux États-Unis par rapport à la population noire. Alors, vous me demandez ensuite pourquoi j'estime que l'Algérie est une future cible si elle ne plie pas devant les multinationales. Je crois que ma position là-dessus est très claire. L'Algérie est coupable aux yeux des États-Unis et de la France. Premièrement, parce qu'elle a mené une lutte de libération nationale armée avec une très longue lutte et très courageuse, avec une guérilla populaire. Et donc ça, c'est un mauvais exemple pour les peuples qui veulent se libérer. Deuxièmement, parce que dès que l'Algérie a été libérée, elle est devenue un grand centre de la lutte anticoloniale, de la lutte solidaire avec les révolutions du tiers-monde. Ça non plus, ça ne lui a pas été pardonné. Et troisièmement, ben, c'est le crime géographique. C'est-à-dire que dès que vous avez du pétrole et du gaz et que vous ne voulez pas les donner pour rien ou quasi rien aux grandes puissances, ben, directement vous devenez le diable. S'ajoute à ça que la situation géographique, c'est-à-dire que l'Algérie touche le Niger, touche le Mali, des ressources naturelles importantes, et donc forcément contrôler cette position géographique. Ça a toujours été l'objectif des États-Unis et de la France, en concurrence l'un avec l'autre d'ailleurs là-dessus. Donc voilà, je crois que c'est l'occasion de réaffirmer ma solidarité avec le peuple algérien et de demander que on ait beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de coopération dans l'échange. Vous savez que l'équipe Investi Action, c'est tout petit. Avec ce que nous disons, nous sommes évidemment boycottés par les grands médias dominants ici, boycottés, nous ne voulons pas de publicité bien entendu, nous sommes même diabolisés, on raconte toutes sortes de choses à notre égard pour nous empêcher de toucher un public plus large. Et donc nous avons besoin de beaucoup plus de coopération avec nos amis algériens et nos amis du Maghreb pour la bataille de la contre-information. Nos livres malheureusement d'investigation ne sont pas diffusés en Algérie. Nous avons essayé, ça n'a pas marché. C'est dommage parce que je crois que ce sont des livres dont on essaye qu'ils soient vraiment utiles pour
tous ceux qui veulent lutter contre le nouvel ordre mondial et l'impérialisme. Et donc, je crois qu'on aurait besoin de beaucoup plus de coopération. C'est, à mon avis, un appel à tous les citoyens dans cette bataille de l'info. Alors, pour conclure, comment je vois l'avenir de la planète après la pandémie de Covid-19? Est-ce que je suis optimiste? Eh bien, optimiste ou optimiste, la question n'est pas là. L'avenir, le monde qu'on va laisser à nos enfants, dépendra de ce que nous allons en faire. Et donc, je crois, j'ai travaillé là-dessus. C'est un livre, j'aimerais bien aussi qu'il puisse être à la disposition de nos amis algériens. J'ai fait un livre qui s'appelle Planète malade, les 7 leçons du Covid, avec 2 tomes. Le premier, en bleu, c'est mon enquête sur cette pandémie et sur la gestion catastrophique dans la plupart des pays occidentaux. Et le deuxième, ce sont des interviews avec une série de experts, journalistes, médecins, témoins, analystes scientifiques de toute une série de pays. Et les leçons que j'en ai tirées, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un expert de ces questions de pandémie, mais je crois qu'en tant que journaliste citoyen, en écoutant, en essayant de voir les avis dans les différents pays et dans les différents sens, et en ne se contentant pas de relayer ce que disent nos gouvernements, on peut se rendre compte que dans beaucoup de pays, ceux de l'Europe et les États-Unis sur lesquels je me suis penché, la stratégie a été très mauvaise en fait. On a pas du... D'abord, on a perdu 2 mois, en janvier et février, alors qu'on voyait les Chinois affronter le virus avec des conséquences dramatiques au début, et puis on les voyait travailler, à prendre des mesures radicales, à protéger les gens, à arrêter l'économie le temps qu'on ait pu maîtriser et soigner les gens. Donc, alors que leur bilan, finalement, après des erreurs et des hésitations initiales, est positif, avec seulement 4000 morts pour une population de 1,4 milliard d'habitants, on a des chiffres beaucoup plus élevés en Europe, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, tout simplement parce que, un, on a perdu 2 mois, deux, on n'a absolument pas étudié l'expérience qui se menait en Chine, mais aussi dans d'autres pays qui ont bien presté. Dans mon livre, j'analyse le Vietnam, j'analyse l'état du Kerala en Inde, j'analyse Cuba, le Venezuela, donc une série de pays à tendance socialiste. Mais il y a aussi des pays qui ont mieux presté, comme la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud. Ils ont tiré les leçons des épidémies de 2003, ils se sont préparés et ils ont directement réagi et pris des mesures très très radicales. Face à un virus aussi contagieux et aussi dangereux, la question de la vitesse est fondamentale. Vous devez réagir vite et rapidement, de façon complète, pour vraiment pas simplement limiter le virus et essayer que vos hôpitaux ne soient pas trop débordés, ce qu'ils ont quand même été finalement, et plein de gens sont morts faute de pouvoir être soignés comme il fallait. Vous devez donc agir vite et rapidement et être prêt à arrêter l'économie le temps qu'il faut, mais aussi fournir un accompagnement social aux gens, les aider, aller les voir sur place, les aider, les tester, s'ils doivent être mis en quarantaine, leur fournir la nourriture, des soins de santé, etc. Et alors vous pouvez faire redémarrer l'économie et contrôler, et dès que vous voyez un nouveau foyer de contamination qui arrive, isoler cette zone, de nouveau appliquer les mesures, et le reste de l'économie peut continuer. Donc je crois qu'il y a un bilan à faire dans la gestion immédiate de cette pandémie, mais aussi en général. Le livre montre que c'est profondément lié à la question écologique. Si vous rasez les forêts, comme ça se fait beaucoup en Afrique et en Amérique latine, vous mettez des animaux porteurs de ce virus depuis longtemps, c'est comme ça, nous sommes entourés de virus,
vous les mettez beaucoup plus en contact avec les animaux d'élevage, les poulets, etc., et aussi avec l'être humain, puisque ça se rapproche des villes. Et donc, les experts avertissaient depuis 2003 que ça allait arriver. Rien n'a été fait. En Europe, on a diminué le nombre de lits d'hôpitaux, on a supprimé les stocks de masques et de tests, et on n'a pas du tout été capable de faire une stratégie de gestion efficace et une stratégie beaucoup plus écologique. Il faut mettre fin à la déforestation, il faut changer la manière de se nourrir, et l'élevage des animaux, etc., et l'ensemble de l'agriculture. Et il faut développer une agriculture beaucoup plus écologique, beaucoup plus préservatrice de la nature. Donc voilà, je crois qu'il y a des leçons très très importantes à tirer. Et je pense qu'une bonne crise comme celle-là peut et doit être l'occasion de remettre en question la société dans laquelle nous vivons. C'est pour ça que j'ai sous-titré ce livre L'urgence de repenser le système. Je crois vraiment que nous sommes arrivés dans un système qui est dans l'impasse. C'est un système qui, comme on l'a vu au début de l'entretien, repose sur la guerre, repose sur le racisme, provoque des migrations énormes de gens du monde arabe, du monde noir, latino aussi, pour aller vers le nord, pour essayer de se sauver, pour essayer de survivre, mais ce n'est pas la solution. Il faut arrêter de détruire les économies locales, il faut respecter leur souveraineté, il faut aussi que les dirigeants de tous ces pays ne pensent pas à leur poche et à leurs alliances internationales, mais au bien-être de leur peuple, et qu'il y ait une véritable démocratie pour définir ensemble quel est le type de société, le type d'économie, le type d'agriculture, le type de soins de santé qui va vraiment protéger nos enfants et mettre fin à toutes ces menaces. Voilà, ça c'est mon message pour nos amis algériens, avec toute mon amitié.